Donc je suis à Olivet, dans le Loiret. Je dis ça parce que nous n'avons pas que des auditeurs français. Oui. Nous avons des Suisses, nous avons des Italiens, des Belges, donc dans le Loiret, 45, voilà. Et donc j'ai fait le chemin pour aller rencontrer Dominique, Hélène, Waguet. C'est un nom d'origine peut-être flamand. Oui, tout à fait. Et donc elle me reçoit dans une salle qui est un peu la salle de cours ou la salle de une sorte d'atelier. C'est quoi cette salle? C'est ma salle de travail. Oui, c'est une salle de C'est-à-dire travail. aussi bien pour les cours d'astrologie que pour les séances de thérapie, que pour les groupes de psychogénéalogie, autobiographie. Donc, alors, on reprend. Donc, nous sommes à Olivet, toujours. Et ça, c'est une salle de travail Voilà. de Dominique Hélène Waguet et éventuellement de son compagnon Claude Vieux, qui lui est spécialiste du tarot. Voilà, Entre autres, un tarot et psychogénéalogie. alors, on est un petit peu à l'écart de Orléans, quand même. Oui. On est à quoi, une dizaine de kilomètres d'Orléans, mais On est en un même petit peu temps... dans la nature. Oui. C'est une vieille maison ici. C'est une ancienne ferme, c'est Oui. une très vieille maison. Oui, C'est voilà. une maison, j'ai retrouvé des plantes qui datent oui. de 1700 et quelques. Ah, Et, oui. Et souvent d'ailleurs les personnes qui viennent, d'abord c'est très apaisant parce que on a très peu de bruit, il y a les oiseaux, les gens qui attendent se retrouvent, ils font un sas, quand ils sortent des séances, eh bien à un certain moment ils peuvent souffler, aller faire un petit tour dans la forêt, respirer un peu. Quelque chose dont on a beaucoup besoin dans notre société qui est un petit peu trépidante et qui permet d'être, qui fait partie aussi du contact avec soi-même, hein, puisque c'est ma démarche dans tout mon travail personnel et dans tout le travail que je propose pour les personnes. Bon, enfin, donc nous sommes donc vous vous définissez pas comme astrologue. En fait. Pas simplement astrologue, non. Je suis. J'ai été pendant un temps astrologue et puis progressivement j'ai allié l'astrologie et la thérapie. Et maintenant, non, je me définis beaucoup plus comme thérapeute qui utilise différentes techniques. Et je n'ai jamais abandonné l'astrologie qui donne un certain éclairage que ne donnent pas d'autres techniques. Alors, là, vous me faisiez allusion, on va peut-être commencer par là, vous me faisiez allusion tout à l'heure, l'entretien préparatoire, vous parliez un petit peu de la Fédération des astrologues, et on va peut-être commencer par là. Qu'est-ce qui... Vous disiez qu'il y avait des prises de position qui vous convenaient. Oui, c'est ça, depuis, d'ailleurs en début 2008, là, il y a eu un numéro spécial hein, de la fédération, et avec justement des mises au point pour faire que l'astrologie soit de plus en plus un outil de recherche personnelle, avec une authenticité, avec une éthique, avec... Voilà, moi j'ai envoyé un mail à Alain de Chivray en disant que je trouvais que c'était très très bien, voilà, mais c'est tout, on n'a pas plus de contact que ça. Il y a plusieurs années, en 2003, j'avais fait 2-3 articles pour leur journal. Ah oui, dans la lettre des astrologues. Oui, c'est ça, dans la lettre des astrologues. Mais après, j'ai été très prise par des histoires familiales, décès de mon père, etc. Et donc, j'ai pas continué. Voilà. C'était quoi ces articles alors? Il y avait eu un article sur Saturne et Pluton. Voilà, sur les grands cycles comme ça. Je sais plus, ça remonte 2003. Oui. Voilà. Mais enfin, c'était une approche. C'était quel genre d'approche c'était Écoutez, moi par exemple, par rapport à Pluton, j'ai été amenée à réfléchir beaucoup sur cette planète, étant donné qu'elle est en général
dès qu'on aborde Pluton dans un thème, en général, c'est comme le grand méchant loup. Aïe, 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 Pluton est là. Catastrophe, qu'est-ce qui va se passer? Et notamment, quand Pluton est rentré dans le Scorpion qui a aussi mauvaise presse, hein, en général, alors ça y était, c'était la fin du monde. J'ai entendu des choses absolument délirantes qui font, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Il faut quand même arriver à comprendre. Donc, je me suis dit, eh bien, Pluton fait sa révolution autour du zodiaque, c'est 248 ans, alors allons voir. 248 ans plus tôt, dans le Scorpion, qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis quand même tombée là sur le siècle des Lumières. 248 ans plus tôt, tiens, c'était la Renaissance. Alors là, je suis rentrée pendant une année. Je trouvais ça passionnant. Parce qu'effectivement, là, du coup, on était, non pas dans la fin du monde, mais dans la fin d'un monde. C'est par rapport au Scorpion. L'entrée de Pluton en Scorpion. Puisqu'il rentrait dans le Scorpion là, 248 ans plus tôt et 248 ans plus tôt, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et ayant trouvé ça, donc j'ai continué comme ça. J'ai trouvé des choses passionnantes, et notamment, par exemple, que quand Pluton était dans le Cancer, c'est à peu près à ce moment-là que sont arrivées au pouvoir toutes les dictatures. Ah bon, tiens. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai continué comme ça, en me disant, mais tiens, ça, finalement, Pluton a l'air de faire ressurgir la partie d'ombre du signe. Donc, effectivement, le Cancer, sa partie d'ombre, ben, c'est la cellule, alors c'est un mois, une seule nation, un seul pays, effectivement. Hein. Et en faisant ressurgir ça, en le mettant en lumière, comme ça, par des événements difficiles, ben, ça a mené l'homme, effectivement, donc dans la notion de transformation de Pluton, là on aborde ce côté-là, ça a amené l'homme, l'humain, à réfléchir, à prendre conscience de où est-ce que ça mène. Et donc j'ai continué comme ça, et avec donc le Scorpion qui est vraiment la notion de la fin d'un monde, effectivement, hein, au moment des siècles des Lumières, c'est à peu près, c'est à ce moment-là, avec un peu avant le dictionnaire qu'avait fait Diderot, avec Voltaire, Rousseau, il y avait l'approche de l'humain, à une époque où les choses n'étaient pas encore séparées entre le droit divin, le droit et puis le pouvoir. Et donc, c'est de là ça a été comme une préparation à, quand Pluton était en Verseau, c'est là qu'a eu lieu la Révolution. Voilà, donc actuellement, Pluton était en Sagittaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé 248 ans plus tôt Vous ne connaissez pas l'ouvrage de Madame Maryse Lévy sur Pluton, planète lointaine? Elle avait fait ça il y a 30 ans, un livre sur le passage de Pluton dans les différents signes. D'accord, je ne le connais pas. Voilà. Donc, c'est pour, voilà, simplement dire, j'ai abordé ça pour pouvoir calmer un peu les choses. Ah oui. Et Pluton est dans un thème, ok, d'abord au niveau d'un thème personnel, il date une époque. On sait à quelle époque, dans quel contexte politique, économique, social est née la personne. Bien, à partir de là, on ne peut pas tout à fait travailler le thème de la même manière quand c'est un Pluton Cancer, Pluton Lion, Pluton Vierge, Pluton Balance, parce que la personne n'est pas née dans la même époque, n'a pas pris les mêmes, c'est pas chargé de la même culture. Voilà. Donc chacun est marqué, donc on pourrait appeler une planète de génération. Voilà. Ah, tout à fait. Ah ben, c'est une planète de génération, hein. Comme Neptune d'ailleurs, mais plutôt encore plus fort, parce que bon, il reste quand même longtemps, hein, entre 15 et 30 ans dans un signe, ça c'est un mot important pour vos générations, puisque vous travaillez aussi sur l'astrologie transgénérationnelle. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, du coup, dans les thèmes, avec Pluton, Neptune, Uranus, il y a l'accès, là, une certaine vision des grands-parents. C'est comme ça que, avec certaines personnes,
les personnes qui viennent faire leur thème, eh bien, elles viennent avec certaines questions. Voilà, on répond à ces questions, puis elles partent avec d'autres questions. Parce que ça m'arrive très souvent de leur dire, ben voilà, tel trait de caractère, tiens, et ben voilà, il vient de votre grand-père paternel, ou de votre grand-mère maternelle, ou de votre grand-mère paternelle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Et puis bon, voilà, on explore, qu'est-ce qu'elle peut en dire? Ah ben oui, voilà, ça correspond tout à fait. Des fois, ils ne savent pas. Ah ben je ne comprends pas, je ne sais pas. Bon, ben, ils vont en parler, ou pas en parler aux parents. Hein. Il y a des gens qui sont arrivés comme ça après, voilà, à découvrir et à reprendre contact avec leurs racines. Et même, alors là je parle des grands-parents, mais je vais parler aussi des parents. Hein. Et même par exemple avec le père. Dans l'astrologie telle que je la pratique, j'ai abordé ça d'abord avec Christian Duchossois, qui travaillait beaucoup comme ça, qui était thérapeute aussi et astrologue. L'astrologie structurale. Oui, l'astrologie structurale. C'était fascinant. Moi, ça m'a énormément aidé. Alors, je vais terminer d'abord ce que je disais pour ne pas partir tout azimut. Et donc, dans le thème, on prend le soleil en tant qu'une image du père, la lune en tant qu'une image de la mère, et les planètes du collectif en tant que grands-parents. Et il est arrivé assez souvent comme ça que des personnes découvrent des choses qu'elles ne connaissaient pas de leurs parents du temps de leur naissance. Parce qu'évidemment, les gens, ils connaissent les parents, puis ils ne s'en souviennent pas quand ils sont tout petits. Alors bon, ils commencent à s'en souvenir davantage quand ils ont 6 ans, 7 ans. Des fois, ce n'est pas exactement les mêmes. Et qu'est-ce qu'ils étaient au moment de la naissance? Eh bien, ça, c'est absolument fondamental, parce que c'est vraiment ce que l'enfant a complètement capté et ce qu'il a intériorisé. Et ce qui va se révéler dans la vie ensuite. Avec d'autres choses fondamentales. Je reviendrai à Christian, j'oublie pas, hein, mais avec d'autres choses fondamentales. Par exemple, si des personnes ont vécu avec des parents, et notamment un père ou une mère, voilà, qui devient dépressif, qui devient alcoolique, et qui viennent en consultation, voilà, je crains beaucoup, moi aussi, de devenir dépressive, de devenir, est-ce que je risque de devenir alcoolique? Eh bien, lorsque, au moment de la naissance, les parents n'y étaient pas, ils n'ont pas cette injonction-là. Bien sûr qu'ils ont vécu les traumatismes de la dépression du parent, de l'alcoolisme du parent, c'est une évidence. Et ça, bon, ça va se traiter davantage en thérapie, mais on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte, puis ça se vérifie, que ce que la personne porte en mémoire, j'allais dire intrinsèquement, vraiment en elle, c'est pas ce risque-là. Et ça, c'est hyper important, parce que ça permet vraiment de recentrer. Alors parfois, par contre, eh ben oui, il y a le risque. Parce que, effectivement, on voit bien qu'au moment de la naissance, déjà, la maman ou le papa étaient dans telle difficulté. Alors pourquoi? Et là, on remonte sur les générations d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui amène à ça? C'est pas inéluctable. Voilà. Alors, vous faites partie quand même vous êtes en affinité, vous connaissez les travaux de Catherine Gestas et Martine Barbeau? Oui. D'ailleurs, on a mis sur Téléprovidence l'autre jour un exposé de Martine Barbeau sur la généalogie de Malraux, je ne sais pas très bien. Vous travaillez de la même façon, mais d'où c'est né cette astrogénéalogie? Qu'est-ce qui a introduit ce concept? Alors, la psychogénéalogie... oui, alors ça c'est autre chose. C'est autre chose. L'astrogénéalogie, je ne peux pas vous dire exactement comment c'est né. Moi, je vous dis, je l'ai découvert avec Christian Duchossois. Ah bon, d'accord. Ah, c'est lui aussi. C'est avec lui que je l'ai découvert. D'accord, j'avais pas compris. Donc, justement, voilà. alors je reviens à Christian, du coup, ça permet de rebondir dessus. Voilà, exactement. En fait, j'ai commencé à apprendre l'astrologie avec Marielle Clavel,
bien. qui elle était donc psychologue jungienne et faisait beaucoup de morphopsychologie. Oui, astro-morphopsychologie. Voilà. Oui. Et donc j'ai travaillé avec elle à peu près 2 ans, quelque chose comme ça. Une trentaine d'années là. Alors ça c'était, oui, c'était en 78. Voilà. Et puis j'ai rencontré par lui dire, par contact, voilà, Christian Duchossois. Et donc son astrologie structurale. Et là, ça m'a absolument passionnée parce que il est revenu, il a resitué. Pourquoi dans un signe on dit telle et telle chose? Pourquoi d'une planète on dit telle et telle chose? Parce que c'est des choses qui moi me gênaient beaucoup. Ça sort d'où? Hein? Dans les livres, on a, alors voilà, Mercure, c'est le mental, alors bon, le soleil, c'est le moi, le rayonnement, bon, et puis le taureau, alors voilà, on a le printemps, on a effectivement le rapport à la matière, au bien vivre, à thésauriser, mais pourquoi? Voilà. Et donc, Christian Duchossois reprenait le zodiaque avec évidemment les saisons, avec les différents signes dans les saisons, avec la structure par 3 et qu'est-ce que c'est que le 1, qu'est-ce que c'est que le 2, qu'est-ce que c'est que le 3. Moi en même temps je travaillais en thérapie avec des gens qui aussi faisaient travailler sur cette structure-là, et aussi avec le tarot où on a la structure des nombres. Voilà, donc tout ça, ça commençait à faire un tout qui devenait cohérent. Et c'est après avoir travaillé avec Christian Duchossois que j'ai pu commencer à donner des cours, parce que là, je sentais qu'il y avait une base qui était étayée, qui pouvait, voilà, qui tenait la route. On ne disait pas n'importe quoi, les choses pouvaient être solides, il y avait un axe. Et il a appelé ça astrologie structurale, hein, voilà. Et donc, à partir de là, donc c'est par lui que j'ai découvert cette notion que l'on pouvait regarder un thème avec l'histoire des parents. En même temps, moi je travaillais donc en thérapie. En même temps, les thérapeutes avec lesquels je travaillais, donc Jean et Janine Assens, qui étaient à Paris, ont commencé de façon, ils étaient très précurseurs, ont commencé à nous faire travailler sur la psychogénéalogie. Donc, j'ai nourri complètement mon travail de thérapie et mon travail d'astrologie. Et en donnant des cours, j'ai toujours, pour moi c'était fondamental, quand on travaillait les signes, les gens avaient leur thème qui était mis au tableau, et à chaque fois qu'on abordait un signe, qui était donc, voilà, certaines personnes avaient telle planète dans tel signe, automatiquement on faisait un aller-retour. Voilà. Il est dit ça dans la théorie, alors toi, comment, voilà, comment tu t'y retrouves? Et c'est à force de faire cet aller-retour qu'il y a des choses où j'ai ressenti que certaines choses, elles n'étaient pas... Il fallait les retravailler, il fallait les redire, il fallait faire un tri, il fallait édulcorer, voilà. Et certaines choses étaient complètement fondamentales. Et donc, il se trouve que maintenant, quand j'ai des personnes nouvelles, hein, à qui j'apprends l'astrologie, je suis très succincte. Comme si je rassemblais, j'allais de plus en plus dans le côté le plus synthétique, parce que dans un thème, il y a beaucoup de choses. On parle des signes, on parle des maisons, on parle des planètes, on parle des aspects. Et là, c'est la complexité du thème se trouve dans l'assemblage de tout ça. Et donc, je trouve qu'il y a des mots-clés à connaître pour chaque signe, pour chaque maison, pour chaque planète, pour chaque aspect. Et ensuite, c'est dans la précision de comment tout ça s'agence qu'on arrive vraiment à un thème, et que le thème d'à côté, c'est absolument pas le même s'il y a des planètes en signes qui se retrouvent, c'est pas les mêmes aspects, c'est pas les mêmes maîtres. Voilà. Et on est sur 2 thèmes totalement différents.
C'est vraiment ma démarche que je vous... Donc je reviens sur ce que vous disiez concernant Christian du Chaussois. Vous disiez, effectivement, on retrouve un peu cette exigence chez Nicolas, Jean-Pierre Nicolas, c'est-à-dire une astrologie où tout soit explicite, où on sache le pourquoi on dit ceci ou cela. Alors par exemple, oui, alors ça me donne l'idée, dans nos entretiens à Téléprovidence, on a justement parfois des sujets comme ça, qui sont récurrents, des questions qu'on pose, sur lesquelles on aime que les personnes qu'on entrevoit nous expliquent ce qu'elles en pensent. Justement, je ne connais pas très bien la pensée du Chaussois, bien que je l'ai beaucoup souvent côtoyé. Mais j'ai connu aussi certains de ses élèves. Mais disons par exemple, j'aimerais bien, c'est peut-être un peu loin pour vous tout ça. C'est un petit peu loin parce que bon, c'est vrai que moi j'ai travaillé avec lui jusqu'en, on va dire quoi, 86, quelque chose comme ça. Oui, alors c'était vraiment le à peu début, près. Hein. Et puis après, voilà, après moi j'ai travaillé de mon côté. Donc vous ne ressortez pas l'enseignement de... Ah si, au niveau des bases aussi. Ah si, quand même. Ah, oui, donc vous l'entretenez cette ah oui, ah oui. Ah oui, donc d'accord. Ah oui, c'est complètement une... Bon. Moi, ça m'a nourri, c'est la base de l'astrologie. Et d'ailleurs, Christian du Chaussois, bon, a été... voilà. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui en fait a repris complètement les cours de Christian du Chaussois. Je n'ai plus le nom de cette personne. Oui. Alors c'est vrai que bon, bah, moi je dis à mes élèves de l'acheter ce livre parce qu'il y a toutes les bases et c'est super, tout en disant que c'est pas normal parce qu'effectivement ça s'était pas fait avec l'accord de Christian et ça c'est un manque d'éthique fondamental. Mais ceci dit, c'est une base, mais alors oui, rigoureuse, solide. Alors justement, quand on commence à restructurer comme ça le zodiaque, enfin, par exemple le zodiaque, il y a forcément une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des décalages entre... Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que dit la tradition et ce que vous dites, par exemple, sur tel et tel... En quoi est-ce qu'il a modifié éventuellement les définitions? Est-ce qu'il les a retrouvées purement et simplement? Ou est-ce qu'il a apporté des correctifs? Non, parce que est-ce qu'il aurait simplement montré pourquoi on disait ce qu'on disait, ou bien est-ce que dans certains cas, justement, à force de structurer, il ne s'est pas aperçu de certaines anomalies ou de certaines... Bon, par exemple, il y a une chose... oui. Ça va comme ça, c'est bon? Oui, ça va. Il y a une chose... par rapport notamment au milieu de ciel et à Jupiter, à Saturne et au Soleil, par exemple. C'est-à-dire que dans la tradition, on dit le milieu de ciel, c'est le monde du travail. Or, non, Jupiter, c'est le monde du travail, oui. Jupiter, c'est la place sociale. Voilà. Ça, complètement. Alors pourquoi? Voilà, Christian du Chaussois a resitué ça. Pourquoi Jupiter, cycle de 12 ans, 12 ans c'est le moment de la puberté, autrefois à 12 ans, eh bien, les femmes, voilà, elles commençaient à avoir des enfants, les hommes, ils avaient, quand c'était au Moyen-Âge, ils avaient déjà la responsabilité d'un comté, d'une province, etc. Donc c'est l'entrée vraiment dans la vie sociale. Et le milieu de ciel, c'est autre chose. Le milieu de ciel, le signe du milieu de ciel va donner quel est le contexte qui me convient pour être dans le monde. Et pour ça, il y a un signe, et il y a donc une planète maîtresse de ce signe. Et je vais voir dans le thème quelle est la planète maîtresse de ce signe, comment elle est aspectée, voilà, etc. Et à ce moment-là, ça va donner... Voilà. C'est vrai que ça va donner certaines indications aux personnes, mais
au niveau de la vie sociale, de la vie professionnelle, c'est avec Jupiter qu'on va vraiment faire un travail. Et je parlais tout à l'heure du Saturne et du Soleil. Très souvent, on dit Saturne c'est le père. Alors, Saturne c'est le père, on va dire, alors au niveau effectivement de Dieu le Père, ok, qui donne la structure. Mais non, Saturne, c'est le sens de la responsabilité, c'est le sens de l'éthique, c'est le moment où on va vraiment être obligé de s'aligner sur un axe pour pouvoir répondre à des exigences de la vie sociale. Le père, eh bien, notre petit papa, c'est le soleil. Soit il est en lien avec Saturne, et on a un père responsable, qui s'engage, etc. Soit il est, je vais dire, en attache avec Neptune, par exemple, et on va avoir un père qui va être complètement, peut-être philosophe, ou dans la Lune, ou en attache à Uranus, qui va être créateur, mais alors jamais là. Et on a un père, mais on n'a pas, comme Saturne le donne, le sens de la responsabilité, de l'axe, de quelque chose de juste et de rigoureux. Voilà. Et là, il y a des confusions là-dessus. Donc, Christian a aidé à séparer ces choses-là. Et moi, j'aide beaucoup les personnes moi, je travaille beaucoup comme ça, à défusionner quand il y a des choses qui sont, quand il y a des confusions. Mais par exemple, est-ce qu'il associe, enfin moi je ne connais pas très bien son enseignement, donc j'explore, est-ce qu'il associe par exemple le cancer avec une maison, par exemple, le cancer avec la maison 4? Alors oui. C'est pas son truc, moi, je ne sais pas. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le zodiaque fixe, dans le zodiaque fixe, le cancer, il est associé à la maison 4. Mais, par exemple, et là aussi, on a très souvent une confusion, le cancer, le signe du cancer, peut très bien se retrouver en maison 10, en maison 8, en maison 11, voilà. Et les personnes, si on regarde simplement la tradition, vont toujours avoir tendance à mettre le mot famille. Avec le cancer, c'est la famille. Ah ben pas toujours. Voilà. On peut très bien l'avoir en maison 11, et puis le cancer avec des planètes en cancer, par exemple, je veux dire Vénus, Mercure, et ça va être vraiment la possibilité de rencontrer les gens, de les rencontrer en individuel, d'avoir un contact plutôt, voilà, d'individu à individu, d'être très intéressé par qui est l'individu. La famille, pas forcément. Hein. Ça fait partie des confusions, hein, des choses qu'on assemble automatiquement, comme si signe et maison étaient indissociables. Et c'est pas vrai. Oui, mais alors justement, donc le cancer, c'est la maison, c'est le foyer, c'est être un peu casanier, c'est ça? Non, pas toujours. Non, mais je veux dire, comme vous dites, à la base. Ben, quand on l'associe, mais pas toujours. Non, bien sûr, parce que vous le connectez avec d'autres choses, mais il y a quand même on a l'impression, il y a quand même, disons, un schéma basique de signes, et puis après, effectivement, voilà. On brode dessus. Voilà. Dans le schéma basique, il va y avoir cette sensibilité très grande et le fait d'avoir tendance à ramener les choses à soi. Maintenant, quand on a le signe du cancer en maison d'extérieur au-dessus du descendant avec un Uranus dedans, bon, eh bien évidemment, il va y avoir des choses qui vont rester. Hein. La sensibilité à l'individu va rester. Une tendance à toujours regarder les choses par la petite histoire de l'individu, ça va rester. Mais par contre, il va y avoir justement, on a les cancers vagabonds. Hein, voilà. Et on a le cancer casanier, le cancer vagabond, le cancer qui va rester sous sa couette, et puis attaché au cordon ombilical, et puis... Mais pour vous, le cancer, c'est un signe d'été? Vous l'associez à l'été? C'est le démarrage de l'été. Oui, donc... signe d'eau, signe d'été. L'été, on tendance à ne pas trop rester chez soi, l'été. Oui, mais il se trouve que, comme c'est ce 4e signe qui est là, signe d'eau, hein, c'est la Lune qui le maîtrise, et
il y a effectivement, on n'a pas trop tendance à rester chez soi, mais il peut y avoir, et là c'est Christian, il a beaucoup apporté ça, c'est-à-dire qu'en principe, c'est la notion des cadrans. Il y a le cadran du printemps, c'est le cadran où il y a le démarrage du jeu, hein, le jeu, la plante qui commence à sortir, hein, qui commence à sortir à partir justement du printemps, du mois d'avril, et elle commence à sortir, elle va s'épanouir avec le taureau, elle va, avec le vent, il y aura la germination, hein, avec le gémeau, et puis, mais c'est toujours dépendant des éléments extérieurs. C'est-à-dire que si on a la petite plante au moment du printemps, du mois d'avril, du bélier, il y a une grosse chaussure qui passe dessus, elle est écrasée, point, on n'en parle plus. Et il y a toujours comme ça, le développement de ces signes dépend toujours du monde extérieur. À partir de l'été, et l'été c'est le lion, avec le mois d'août qui est au centre, il aborde la conscience de l'individu, la conscience du jeu. Donc à partir du moment où il y a conscience du jeu, il y a une moins grande dépendance à l'extérieur. Sauf que le cancer démarre au solstice d'été. Donc c'est une porte lourde. Les solstices, c'est pas du tout comme l'équinoxe. Hein. L'équinoxe, on le voit, il y a les changements de temps, hein, tout de suite. Et puis il y a les changements d'heure. Les changements d'heure, je veux dire, le soleil va décliner, hein, le jour va décliner, ou bien le jour va augmenter très vite. Avec le solstice d'été, comme le solstice d'hiver, si on n'a pas un calendrier, on ne le voit pas. Hein. Oui. Quelques jours avant, 15 jours avant, 15 jours après, bon, on ne le voit pas. Donc, le processus peut rester. C'est-à-dire que le cancer peut continuer à vivre à la manière du cadran d'avant, en restant dépendant. Et à ce moment-là, il va être dépendant de la matrice. Or, alors que son devenir, c'est effectivement de devenir très attentif à comment il vit à l'intérieur de lui. Comment, qu'est-ce qui fait vibrer, pourquoi est-ce que effectivement quand on est plusieurs à voir un film, eh bien on ne va pas regarder et en avoir le même écho les uns et les autres, et devenir de plus en plus, se renforcer à partir de là, pour arriver vers le lion, pour arriver vers la Vierge. Après on arrive à une autre problématique avec la Vierge. Et avec le cadran comme ça de l'été, on a ce développement du moi, on va dire développement de l'ego. Et donc pour revenir à votre question, c'est pour ça que le cancer peut être tantôt très timoré. Hein, on ne va pas dire casanier, mais timoré. Casanier, ce serait plus au niveau du taureau. Mais très timoré. Ou alors, effectivement, il va faire ce chemin d'aller davantage vers la conscience de lui, et puis de devenir plus fort de par sa connaissance intérieure. Et alors, toujours dans cet ordre de trigger, il s'intéresse aux 4 éléments, je suppose. Bien sûr. Alors, là aussi, le feu, par exemple, il associe plutôt à, Maxime va vous paraître peut-être étrange, plutôt à l'été ou à l'hiver, en fin de compte, le feu. Ah ben, il y a 3 feux, hein. Ah, oui. Il y a un feu de printemps, un feu d'été, un feu d'hiver. C'est-à-dire qu'il y a le bélier au printemps, il y a le lion en été, et il y a le sagittaire en hiver. Alors le feu du sagittaire... Fin de l'automne, disons. Oui, voilà, mais bon, décembre. Hein. Oui, donc effectivement, fin de l'automne, vous avez raison. Mais décembre, c'est pour ça. Alors le feu de décembre, ça pose bien des questions, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce feu-là? Alors, il y a là, moi, j'ai effectivement, quand j'ai donné les cours, j'ai énormément réfléchi là-dessus. Et on tombe là sur davantage le feu qui est, comment dire, comme la braise. Hein, c'est-à-dire un petit peu comme, on va dire, souvent le Sagittaire est associé à la religion. Hein, d'ailleurs, avec la flèche comme ça, hein, qui va vers le ciel, vers Orion, comme on dit. Donc on va vers des espaces beaucoup plus vastes. Hein, et aussi, on quitte un petit peu le monde proche, qui était le monde des signes du taureau, des signes du printemps et des signes d'été, pour aller vers les mondes plus éloignés.
Et on est là un petit peu sur le feu de la foi, comme la lumière du tabernacle, hein, ou comme la braise qui est là, la braise qui est la braise de la foi, qui sait que même au plein cœur de l'hiver, il n'y a plus de feuilles, mais on sait que la vie, elle est là, de toute façon. Et c'est une foi de la vie intérieure. Mais d'un autre côté, par exemple, les êtres humains ont plus besoin du feu l'hiver que l'été. Pour se chauffer, enfin je veux dire, on voit lorsqu'on voit un habitat en plein hiver, on voit un feu de cheminée. Bien sûr. On ne se chauffe pas en été. Bien sûr. Alors, à ce niveau-là, et je suis toujours sur l'enseignement de Christian de Chaussois, que j'ai repris complètement, parce que j'adhère complètement à ça. Au niveau du printemps et de l'été, où je disais, il y a l'éveil de l'individu, l'éveil du moi aussi, mais le moi, voilà, il peut se développer, notamment l'été, hein, on peut prendre sa tente, on peut partir en randonnée, voilà, exister par soi-même. À partir des signes de l'automne, et notamment à partir de la Balance, eh bien, et donc du mois d'octobre, là, ça y est, on va arriver progressivement vers la lumière qui chute, vers le jour qui raccourcit, vers le froid qui va venir. Donc, les gens se rassemblent. Autrefois, eh ben, effectivement, il fallait bien là, avoir un toit. Il faut bien être dans un village. Il faut bien là se retrouver, eh ben, peut-être au coin du feu, avec des veillées. Et là, on est sur la notion du collectif qui est là. Et dans tous ces signes justement, tous ces signes de l'automne et de l'hiver, on va aborder cette notion du collectif. Comment le moi, et ça c'est la grande... il y a un grand challenge à chaque fois pour tous les signes qui sont juste au moment des solstices et de l'équinoxe. Le challenge de la Vierge, qui se trouve donc à la fin des signes de l'été, où là le moi est bien structuré, qui peut même à certains moments, on peut dire, ah oui mais moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ça, alors on exclut, hein, on a le moi qui est vraiment la cellule, hein, là encore, et justement son challenge, c'est qu'elle a complètement la conscience de ce qu'elle est, et il lui faut aborder les autres. Et donner toutes ses qualités aux autres. Et là, on arrive à la Balance. D'accord. Alors, du Chaussois, est-ce qu'il s'intéresse au domicile des planètes, des choses comme ça, enfin, Oui, bien sûr. Ça, il n'a pas abandonné non plus. Non plus. Et Marielle Clavel aussi, hein, avec qui j'ai travaillé au début, hein, les domiciles, les maîtrises, hein, c'est hyper important. Ça, c'est une donnée absolument fondamentale. Quand on dit, ah oui, moi dans mon thème, j'ai par exemple, je vais dire, j'ai Mercure en Sagittaire. Ah ben oui, mais Mercure en Sagittaire, d'accord, mais Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, il se trouve où? Il est aspecté avec quoi? Parce que c'est pas tout de dire Mercure en Sagittaire, parce que là on va faire des grandes théories, mais si des grandes théories qui vont être par exemple que l'on s'intéresse aux cultures, voilà, à tous les peuples, que l'on aime rencontrer des gens de cultures différentes, ben oui, mais si jamais Jupiter se retrouve, je vais dire, en carré d'attache, par exemple, avec Saturne, qui limite complètement. Alors, je ne sais pas si on connaît tous la notion de carré d'attache. Ben, certainement pas. Parce que justement, ça c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Germaine Hollet a commencé à en parler un petit peu. Et Christian du Chaussois... Ah oui, c'est un carré qui se forme, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le carré d'attache, c'est le carré, oui, c'est le carré qui est croissant. Approchant. Qui est croissant. C'est-à-dire qu'il se... Croissant, c'est-à-dire que la planète rapide est passée sur la planète lourde, donc et il se détache. Il se sépare. Il se sépare. Et donc, il est croissant, sauf qu'au moment du carré, à ce moment-là, il est retenu par Saturne. Et on appelle ça la tâche. Et c'est pas du tout pareil. Alors pareil, moi j'entends des fois, ah oui, j'ai un carré Mercure-Saturne. Ben, d'accord, mais attends, carré de quoi? Carré ou refus? C'est pas du tout la même chose.
Et ce sont des notions qui ne sont pas toujours prises en astrologie et qui sont mais, fondamentales pour pouvoir faire un travail sur soi, je vais dire. Et alors, en ce qui concerne, parce qu'on fait un peu un tour d'horizon, est-ce qu'il a un discours spécifique sur les aspects? Alors, est-ce qu'il parle des bons et des mauvais aspects? Enfin, les aspects. Comment est-ce qu'il décortique? Alors, je ne sais plus, moi, comment il parle. Là, je vous dis, il parle évidemment des aspects comme ça, croissants et décroissants, d'attache et de refus, absolument des petits aspects comme le semi-carré, comme le sesquicarré, que beaucoup d'astrologues n'utilisent pas, et c'est absolument fondamental. Et c'est donc avec lui que j'ai complètement eu cette base-là, avec des degrés d'orbe qui ne sont pas du tout les mêmes non plus, qui sont très très fins, qu'il a élaboré justement avec Jean-Pierre Nicolas, et avec comment dire, sa compétence de thérapeute et son expérience de thérapeute. Et à partir du moment où j'ai commencé à utiliser la grille que Christian Duchossois nous a donnée, et j'étais nettement plus percutante dans l'interprétation des thèmes. Et alors, tout à l'heure, vous exprimez un petit peu votre scepticisme à l'égard de la prévision, c'est ça? De ce qu'on appelle la prévision? Alors, oui. Et lui-même, il a une position aussi sur la prévision? Écoutez ça, alors là, moi, je ne sais pas, il faudrait l'interviewer. En tout cas, d'accord. Donc, sur la prévision, le thème, d'abord, ce qui est assez... Parce qu'on a remarqué récemment, enfin, qui est venu assez évident, c'est que le thème astral, en fin de compte, bon, est-ce qu'on n'a pas besoin de le resituer dans le temps, le thème astral? C'est-à-dire, voilà, j'interprète le thème, mais par rapport à une période donnée. Parce que les virtualités du thème, elles peuvent se manifester, j'en parlais encore, je sais pas, il y a quelques jours, à n'importe quel moment. Bien sûr. Donc c'est quelque chose qui est... Si on dit à quelqu'un, par exemple, bon, dans votre thème, il semblerait qu'il y ait des problèmes d'argent qui vont se poser, mais enfin... On ne sait même pas quand est-ce que ça aura lieu, on ne sait même pas si ça aura lieu à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans. Là, c'est absolument pas ma pratique. Voilà. C'est-à-dire que jamais je vais être amenée à dire, vous savez, vous pouvez avoir des problèmes d'argent. Je sais absolument pas là-dessus. Donc, ce qui nous intéresse donc, c'est savoir, parce que j'ai l'impression que beaucoup de nos auditeurs, et même d'astrophiles, ne savent pas exactement ce qu'on va dire d'un thème, en fait. On ne sait pas qu'est-ce qui peut être dit de pertinent quand on est justement en train de parler de quelque chose de constant. C'est-à-dire quelque chose qui va être là, une fois pour toutes. Alors, je vais tâcher de prendre ça. Le thème qui va nous accompagner au cours de notre vie, en fait. D'accord. Je vais essayer de prendre ça. Ça fait plusieurs choses, là, qui sont abordées. Voilà, je vous en prie. Il y a une chose au départ. Notre thème, voilà, c'est celui qui va notre thème de naissance, c'est celui qui va nous accompagner toute notre vie. On a un chemin à faire à partir de ce thème de naissance. Maintenant, évidemment, par exemple, quand quelqu'un va venir, je ne sais pas à quel niveau de connaissance d'elle-même elle se trouve. Alors, oui, déjà, donc dans ce thème de naissance, la manière dont moi je l'aborde, ça c'est personnel, ok, c'est le reflet du climat psychique qui existait au moment de la naissance de la personne. Donc, son père, sa mère, en lien avec leur histoire, étaient dans un certain climat et donc ont apporté à l'enfant certains talents et certaines difficultés. Donc ça, c'est ce qu'on décrypte. À partir de là, c'est évident que ça devient partie intégrante de la personne, donc il y a toute une partie de la consultation qui va être sur cette origine, hein, et ah ben oui, par exemple, monsieur ou madame, vous avez des problèmes pour vous situer socialement, pour vous engager. Ah ben oui, mais regardez, voilà, votre père, on voit au moment de votre naissance, ou votre mère, on voit, c'était difficile pour elle ou pour lui. Bien. Et on remonte un peu sur l'histoire.
déjà pour que la personne s'aperçoive que c'est pas parce qu'il y a un vilain petit canard qu'elle n'arrive pas. Voilà. Il y a une origine à ça. À partir de là, comment pouvoir transformer cette difficulté? Alors, avec le thème, voilà, c'est des choses que j'aborde. Hein, comment transformer? Et puis comment cette difficulté s'est manifestée dans sa vie. Alors là, on a ce qu'on appelle les transits. Donc évidemment, à ce moment-là, le thème bouge, hein, étant donné que on va prendre surtout le transit de Jupiter, parce qu'il passe très souvent sur les planètes. 12 ans. Voilà. Ben oui, 12 ans, c'est facile. Hein. Oui, ça se renouvelle assez rapidement. Hein. 30 ans, déjà Saturne, les caps sont un petit peu plus réduits. Et donc, tous les 12 ans, Jupiter est passé sur telle planète, sur telle autre, a réactivé telle chose. Comment ça s'est passé? Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, je ne sais jamais, donc je disais, où en est la personne dans la connaissance d'elle-même, voilà, et dans la connaissance de son histoire. Bon, ben ça, on le voit au fur et à mesure, voilà, ah ben oui, moi j'ai déjà travaillé là-dessus, voilà, ben oui, moi je sais, autrefois c'était comme ça, je n'arrivais pas à m'engager, mais maintenant ça y est, j'ai fait un travail sur moi, et maintenant je sais, voilà. Et donc, bien entendu, lors d'une consultation, il y a le thème natal et la révolution solaire. Le thème de l'année. D'accord, justement. Hein, que je fais toujours, à part quand je suis amenée à faire le thème d'un enfant, ou quand je fais le thème d'un adolescent, voilà, la révolution solaire est moins importante. Mais quand je fais le thème voilà, d'un adulte, je fais toujours la révolution solaire avec. Parce que la révolution solaire montre comment, dans l'année, le thème s'explore. Il y a des points particuliers du thème que l'on va explorer, qui vont être plus urgents de comprendre, d'élaborer, d'utiliser cette année-là. Et puis la personne, elle se connaît surtout comme elle est aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Elle a parfois du mal à se resituer 20 ans ou 30 ans plus tôt. Alors parfois, il y a des personnes qui arrivent très très bien. Parfois, il y a des personnes qui n'ont aucune mémoire. Alors, tant pis. Je prends dans ces cas-là, je ne vais pas sur les transits, voilà, on prend maintenant, et puis avec la révolution solaire, je fais pareil, c'est-à-dire que, bon, on parlait des prédictions. Les prédictions, pour moi, qu'est-ce que va donner ce transit qui va venir de Jupiter sur Saturne, par exemple? Bien, et bien qu'est-ce qu'il a donné 12 ans avant, 12 ans avant, 12 ans avant. Exactement comme je vous disais au tout début là, pour Pluton. Pluton est en Scorpion. Qu'est-ce qu'il y a? Fin du monde? Attention, il est passé d'autres fois en Scorpion. Donc, qu'est-ce que ça a donné à 248 ans avant? 248 ans avant. Donc là, c'est la même chose pour une personne. Et en reprenant avant, on a une petite idée. En tout cas, la personne qui vient commence à avoir une petite idée de ce qui va être en jeu. Qu'est-ce que la vie va apporter? Moi, j'en sais rien. C'est ce que je leur dis. Je n'ai pas de boule de cristal. Hein. Je ne suis pas Madame Soleil. Je ne suis pas voyante. Voilà. Par contre, on a mis des choses en lumière qui font que la personne... en plus, on revient sur sa vie d'aujourd'hui. Où est-ce qu'il est, ce Saturne, aujourd'hui, dans son thème? Et dans la révolution solaire, souvent, je fais les révolutions solaires quand elles ont un tout petit peu commencé. Comme ça... ça permet d'avoir un petit recul. Et là aussi, je fais les mini-transits. C'est-à-dire, tiens, ben voilà, là, il y a eu cette conjonction et c'est là. Alors, on en dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors voilà. Qu'est-ce qui a été là? Ça, c'est important. Ça, attention à ça. Et comment ça va s'élaborer? Attention, tel mois, là, ça va revenir. Mais la personne sait de quoi on parle. On est allé sur son concret de sa vie d'aujourd'hui. Et comme on est allé sur son concret de son histoire. Voilà. Donc pour moi, l'astrologie, c'est un outil qui est pertinent, enfin, que j'ai gardé, parce que, comment dire, il permet d'étayer des choses à un niveau mental, mais on a vraiment les choses carte sur table. On a une vision carte sur table. Voilà. Et ça,
il n'y a pas d'autre technique de connaissance de soi qui l'amène. Quand les gens sont en thérapie, ben voilà, ils arrivent, ils ont un souci, bon ben voilà, je vais utiliser la visualisation, la gestalt thérapie, parfois le tarot, et quand on utilise le tarot, ben on a une carte, on n'a pas une vision d'ensemble comme ça. C'est le seul outil que j'ai trouvé qui donne ça. Et je dis je le garde parce que très souvent, bon ça demande beaucoup de travail, moi une consultation dure 2h30, j'ai travaillé 3 heures avant dessus. Je fais payer jusqu'à présent 90 €. Là, je ne suis pas payée pour 6 heures, hein, loin de là. Mais je ne peux pas quitter ça parce qu'il y a des personnes qui ne viendront pas faire de thérapie, qui viennent faire ça, et à qui ça donne des clés qu'elles n'auraient pas autrement. Alors, voilà. Alors, je voudrais revenir sur la question de la psychogénéalogie. Enfin, en tout cas, pour vous, le thème est porteur de l'héritage de la personne. C'est ça, c'est ce que d'ailleurs, autrement, pourquoi est-ce qu'il y aurait un thème de départ? Donc, c'est un thème, il y a des gens qui vont plutôt dans la direction karmique. Alors, voilà, je veux bien... Il y a la direction karmique, il y a la direction généalogique. D'accord. Alors, pas tout à fait. On va resituer ça, parce qu'évidemment, je me suis aussi beaucoup posé de questions avec le karmique, et j'ai beaucoup recherché là. Et il y a notamment Arroyo qui a écrit un super livre qui s'appelle Astrologie, Karma et Transformation. Ouais. J'ai plus le premier terme. Rocher, je pense. Voilà, très très bon. Mais karma, ça veut dire quoi? Ça veut dire passé. Alors, passé, on peut situer à différents endroits. Moi, au niveau du karmique, il y a des points dits karmiques hein, dans un thème. Il se trouve que, notamment les nœuds, hein, les nœuds lunaires, le nœud sud, voilà, est un point karmique. Et donc, je me suis interrogée, j'ai fait les thèmes souvent des parents, des grands-parents. Il se trouve qu'à chaque fois, le point, le signe dans lequel il y a le nœud sud, dit karmique, est évidemment un signe qui est bien utilisé dans le thème des parents et des grands-parents. Alors, moi, je me suis dit à ce niveau-là, pourquoi pas? Je veux dire, peut-être qu'on vient d'ailleurs. Je n'en sais rien d'une manière sûre, tangible, voilà. Mais je ne l'écarte pas. Hein, d'autant plus que, voilà, j'ai été amenée à découvrir un peu des choses, voilà, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que notre petite âme, on va dire comme ça, était venue s'incarner dans cet arbre-là. Et qu'elle a donc un chemin à faire là. Elle a tout ce qu'elle a vécu avant, tout le travail qu'elle a à faire, elle vient le faire dans cet arbre-là. Alors, travaillons sur cet arbre-là, travaillons avec tout ce que cet arbre-là nous donne comme challenge de transformation, mais faisons-le. Et non pas comme j'entends des fois, même des personnes de mes cours, « Oh, tant pis, je suis trop âgée, ce sera la prochaine fois. » Ah ben la prochaine fois, on reviendra avec le même problème. Alors, c'est pas la peine. Donc je vais dans cette notion généalogique. Il y a peut-être un karma, mais c'est le passé. Hein, karma, c'est le passé. Oui. Justement, c'est ça qui est assez amusant, parce qu'en fin de compte, je ne sais pas si c'était un article que je vous ai envoyé l'autre jour, justement, sur cette question-là, c'est-à-dire qu'il y a des astrologues qui cherchent dans l'astrologie, en fin de compte, l'empreinte du passé, donc l'individu est lourd de son passé, ou alors, au contraire, et là on va vers la prévision, qui cherche plutôt l'avenir. C'est-à-dire que l'astrologue, à ce moment-là, le client, il est porteur de... Il a une sorte de, je dirais presque de table rase qui va charger, qui va alimenter au cours de sa vie. Oui, mais ça n'existe pas. Et si vous écoutez Hubert Reeves, par exemple, hein, qui dit « Plus on connaît loin le passé, plus on connaît l'avenir. » Donc, non, on n'est pas né comme ça, tac, d'une étincelle. Non. Alors, ça n'empêche pas
de la prévision, et ça n'empêche pas tout le devenir. C'est-à-dire que, moi souvent je dis aux gens, attendez, si je vais au niveau du passé, moi ça ne m'intéresse pas les recherches généalogiques, on va s'enferrer passer des heures et des heures et des heures dans les archives, c'est pas mon truc. Simplement, on a besoin de comprendre quelle est notre base pour avoir nos racines. À partir du moment où on est sur nos racines, c'est comme un arbre. Hein. On ne peut pas... je vais vous donner l'image et puis je vais reprendre avec les nœuds. On ne peut pas démarrer à partir d'un certain tronçon de l'arbre. On ne peut pas. Si on démarre là et si on coupe le reste, eh ben, ça meurt. Donc, on a des racines et la sève, elle vient de ces racines. Par contre, si on reste que dans les racines, effectivement, on peut s'enliser. On a besoin de faire un rameau vert. Pour faire un rameau vert, eh ben, c'est important de ne pas être dans la répétition. Quand on ne sait pas, eh ben, on répète. Alors on répète, on ne sait pas qu'on répète. Hein, parce que c'est nous qui parlons, c'est nous qui aimons, c'est nous qui ressentons. Sauf que quand on commence à regarder les thèmes, quand on commence à faire la psychogénéalogie, et qu'on se voit que, ah ben tiens, oui, moi je supporte pas ça, ah oui, tiens, c'est vrai, mais, ah oui, mon père, mon grand-père, ah ben oui, ils étaient bien comme ça, ah bon, tiens, ah ben c'est pas neuf ça. Alors, le rameau vert, il est où? Et peut-être que le rameau vert, ça va être d'allier une liberté et un engagement, par exemple. Hein? Et là, là, on aura fait quelque chose de neuf, et les personnes disent, ben oui, mais je ne sais pas comment faire. Ah ben oui, mais c'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile. Ça, c'est une création. Là, on crée quelque chose dans le monde. D'accord, oui, effectivement. Et on crée du devenir. Oui. Mais justement, alors ça m'emmène à un autre point, c'est la question du masculin et du féminin. Est-ce que dans les enseignements que vous avez reçus, commencez par quelque chose soit, mais d'autres aussi, est-ce qu'on distingue le psychisme masculin et le psychisme féminin? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est dépassé par d'autres clivages? Alors, bon, par exemple, c'est évident, quand on fait le thème d'un petit garçon ou d'une petite fille, et qu'on va parler de la tâche au père, par exemple, ben, c'est pas du tout la même chose si c'est une petite fille ou si c'est un petit garçon. Hein. On est, avec la petite fille, on est sur un Oedipe très fort, avec le petit garçon, on est sur une continuité, hein, étant donné qu'on est sur le même sexe. Oui. Quand on a une attache pour le petit garçon par exemple de Vénus à la Lune, ou de Mars, voilà, non, on n'aura pas Mars, on n'aura pas d'attache là d'ailleurs, hein, ce sera plutôt la Lune attachée à Mars. Et quand on voit dans le thème comment le petit garçon est très très lié à la mère, et que la mère n'est pas liée au père. Et là j'ai un cas, c'était magnifique, d'un petit garçon pour qui c'était comme ça. On avait déjà fait son thème, la maman était en cours, et le petit garçon, le papa avait beaucoup de mal à avoir un contact avec son fils. Évidemment, la maman était toujours entre. Et en plus, le papa avait une relation très dure avec son père. Dernièrement, la personne qui est en cours dit, ben voilà, elle avait un gros problème, son petit garçon était diurésique, il continue à faire pipi, il continue à faire pipi la nuit, il a 6 ans, bon, alors on va l'emmener chez l'ostéopathe. Je dis oui, absolument, mais essaye une chose, essaye vraiment, déjà on a fait son thème, essaye que ce soit son papa qui le couche, qui lui lise l'histoire, qui l'emmène en moto, parce qu'il emmenait la grande sœur, il n'emmenait pas le fils, et elle disait, ben moi je vais prendre une moto, j'ai emmené mon fils. Elle a fait ça pendant 1 mois, c'était fini le pipi au lit. Donc à ce niveau-là, on a quand même des principes psychiques, mais je ne vais pas dire comme ça en soi de masculin, de féminin, mais de comment se construisent un petit garçon et une petite fille. Et c'est vrai que là, moi, d'avoir été longtemps en thérapie, d'avoir fait un travail de formation de thérapeute, d'être thérapeute, ça fait que je ne suis pas astrologue de la même manière, c'est évident.
Voilà. C'est dans les cours, les personnes d'ailleurs me l'ont dit, les personnes qui sont en cours avec moi depuis longtemps m'ont dit, mais t'enseignes pas pareil. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un destin d'homme ou un destin de femme qu'il faut assumer, bon, ne serait-ce que par au niveau des enfants, etc. Enfin, est-ce que c'est pas un schéma que vous considérez? C'est trop vague. Que les valeurs, les valeurs, enfin, disons que sur ce point-là, vous n'avez pas tellement d'axes. Pour moi, c'est trop vague. C'est-à-dire que comment cet homme va s'incarner là dans le monde? Comment cette femme va s'incarner là dans le monde? Oui. Alors bien sûr, et avec une base qui va être telle et telle. Oui, mais justement c'est ça, c'est bien de... Mais telle et telle avec ses racines, avec son histoire. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Donc c'est plus... ce qui va compter davantage, ça va être quand même la généalogie de la personne et non pas le fait qu'elle soit de sexe mâle ou femelle. Non, ça va, voilà, ça va jouer bien sûr, mais ça va jouer, mais ce qui est fondamental, c'est comment cet homme, ce garçon, va se construire homme, avec l'histoire, la famille de laquelle il vient. Oui. Comment cette femme, cette petite fille va se construire femme, avec la famille d'où elle vient. Là oui. Puis là on a de quoi travailler. On n'est pas dans des notions qui peuvent, voilà, qui peuvent des fois être un petit peu trop général. Général. Oui. Voilà, général.